Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire qui cette fois est animé par Caroline Dupré avec comme thème la neuropédagogie. Alors, pour ceux et celles qui sont nouveaux, je fais le petit briefing technique de départ. Nous sommes en ligne, nous sommes en direct, des incidents peuvent arriver, pas d'affolement, ça va bien se passer car si par exemple vous perdez le son, ça arrive de temps en temps, il vous suffit de quitter l'application et d'y revenir et normalement ça rétablit le fonctionnement normal. Si jamais ça marchait pas bien, de toute façon nous enregistrons tout et ensuite nous mettons la vidéo intégrale du webinaire sur le module 05 auquel vous avez accès. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Caroline qui va faire cette présentation. Caroline, ça va être à toi. Et avant de couper mon micro, je vais te confirmer que on voit bien ton écran correct. Alors pour le moment, on voit ton browser, ton navigateur web, tu lances Keynote. Ok, c'est le bon écran. C'est à toi de jouer, je coupe mon micro. C'est le bon écran qu'on voit, hein. Très bien. Donc, vous m'entendez? Mais on t'entend, c'est C'est parfait. bon? C'est bon. Vas-y. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, merci pour votre participation et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur nos webinaires. Aujourd'hui, donc, notre webinaire va traiter de la neuropédagogie. Et donc, nous allons passer 1 heure ensemble donc, autour de ce thème. Alors, tout au long du webinaire, vous avez la possibilité, comme d'habitude, de poser vos questions par écrit. Je vais prendre quelques minutes à la fin pour essayer d'y répondre. Et puis, si le temps nous manque, pas d'inquiétude, hein, j'y répondrai ensuite par message. Alors, la neuropédagogie, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Donc, la première raison, c'est qu'aujourd'hui, le préfixe neuro est vraiment à la mode. Neurosciences, neuropédagogie, neurocognition, neuropsychologie. Et pour cause, puisque depuis une trentaine d'années, le développement de l'imagerie cérébrale nous permet de faire tous les jours de nouvelles découvertes sur le fonctionnement et le développement du cerveau. Et donc incite aussi les scientifiques à aller encore plus loin. La deuxième raison, c'est que finalement, peu d'enseignants, de professeurs, d'éducateurs connaissent ces découvertes. Et si c'est le cas, bien souvent, ils ne savent pas encore comment faire le lien avec leur pratique pédagogique. Et donc la troisième et la dernière raison, c'est aussi évidemment le lien qu'on va pouvoir faire entre ces nouvelles découvertes et les fondements de la pédagogie Montessori. Alors, le planning de ce webinaire, donc, on va définir ensemble la neuropédagogie, un historique sur cette nouvelle discipline. Un peu d'anatomie, vous verrez que c'est un petit peu obligatoire, c'est un passage un petit peu obligé donc, en neuropédagogie. Le développement du cerveau et les apprentissages. Et enfin, en quatrième partie, les liens avec la pédagogie Montessori. Alors, mes ressources. Donc, voici donc les principales ressources sur lesquelles je me suis appuyée pour réaliser ce webinaire. Donc, tout d'abord, des articles récents des revues Sciences humaines et Sciences et Avenir, des sites Neuropédagogie, Planète Gaïa, les ouvrages même de Maria Montessori, comme L'esprit absorbant et L'enfant, une formation que j'ai suivie sur les neurosciences et les apprentissages, et puis enfin l'ouvrage Montessori Math and the Developing Brain, écrit par Michael Duffy, qui est montessorien depuis plus de 30 ans, qui est éducateur Montessori à MS 6-12 ans, directeur, formateur et qui a écrit de nombreux ouvrages sur la pédagogie Montessori. Alors, la neuropédagogie, définition. Qu'est-ce que la neuropédagogie? Donc, je vais essayer de vous donner une définition donc, de cette discipline qui n'est pas vraiment encore définie puisqu'il s'agit d'une discipline émergente. On verra ça plus tard. Donc, dans neuropédagogie, on a le préfixe neuro qui vient du grec ancien neurone.
qui se réfère aux nerfs et donc au système nerveux. Alors, qu'est-ce que c'est que le système nerveux et le système nerveux humain? C'est un système qui permet d'envoyer, de réceptionner, de traiter les messages des influx nerveux. Il va contrôler les actions et les sensations de toutes les parties du corps, ainsi que la pensée, les émotions, la mémoire et la cognition. Le mot pédagogie, lui, vient du grec ancien pédagogia, qui signifie conduire, mener, élever l'enfant. Alors, étymologiquement, il s'agit d'une science de la science de l'éducation des enfants, donc du développement complet de l'enfant, donc le développement physique, intellectuel, moral, spirituel. Et alors, on parle aussi de la pédagogie comme l'art d'enseigner, alors qu'en réalité, on devrait plutôt dire que c'est l'art d'éduquer. Et par rapport à la pédagogie, oui, bien souvent, on fait un raccourci entre les méthodes d'enseignement, les pratiques d'enseignement et la pédagogie. Parce que la pédagogie, elle est holistique, c'est-à-dire qu'elle tient compte de l'enfant dans sa globalité. Alors que les méthodes et les pratiques d'enseignement, elles sont plus ciblées sur une discipline ou sur des compétences. Et donc, elles ne sont qu'une partie en fait, de la pédagogie qui, elle, va englober de manière plus large l'enfant. Donc, pour résumer, la neuropédagogie, elle va désigner un ensemble de recherches en éducation qui vont faire le lien entre la pédagogie, la psychologie cognitive et comportementale et les neurosciences. Donc, chacune de ces disciplines-là, la composant, va être spécialisée, donc va répondre à des problèmes spécifiques, alors que la neuropédagogie, elle va croiser ces disciplines pour renforcer, par exemple, l'efficacité de l'apprentissage, de l'éducation, tout en ayant toujours une approche systémique, c'est-à-dire une vision globale de l'individu. Donc, en fait, c'est la neuropédagogie, on peut dire que c'est de la pédagogie, mais qui va être éclairée par toutes les découvertes de ces différentes sciences cognitives. Alors, j'ai voulu faire un petit historique. Donc, déjà, je vais commencer par une phrase de Maria Montessori, donc dans l'esprit absorbant. Donc, de tout temps, les penseurs ont été frappés de cette merveille. Un être qui n'existait pas devient un homme, une femme, ayant sa propre intelligence et ses propres pensées. Comment cela se passe-t-il? Alors, on peut dire que ce questionnement-là, il existe finalement depuis que l'éducation existe. D'ailleurs, on vous propose dans le niveau 0 de nos formations, justement, une histoire de l'éducation dans le monde, parce que voilà, ça permet vraiment de mieux comprendre culturellement notre éducation actuelle. Donc, le questionnement, il existe sûrement depuis que l'éducation existe, mais c'est sans doute quand on a commencé à vouloir chercher des réponses en se basant sur des preuves physiques, biologiques, que cette discipline a pris ses racines. Et ensuite, elle a évolué avec nos découvertes sur l'être humain, sur le fonctionnement de son cerveau, de son système nerveux, qui sont donc allées crescendo ces dernières décennies. Alors, je vais vous présenter quelques repères qui sont non exhaustifs, mais qui m'ont semblé intéressants donc, par rapport à la naissance de cette discipline. Donc, on va commencer donc, au XVIe siècle. Donc, déjà, d'un point de vue anatomique, on a Léonard de Vinci et André Vestal qui se sont penchés sur l'anatomie du système nerveux et qui ont commencé à nommer des régions spécifiques du cerveau humain pour que les scientifiques possèdent un vocabulaire commun, vocabulaire commun qui est nécessaire en fait pour les scientifiques pour pouvoir avancer dans les recherches et avoir des points communs. Ensuite, fin du XVIIe siècle, on a John Locke. Alors lui, c'est un philosophe anglais qui va chercher à déterminer l'origine et les fondements des connaissances humaines. Et donc lui, il va suggérer que l'on réfléchisse à nos processus de pensée pour améliorer l'apprentissage. 19e siècle, alors selon la théorie du localisationnisme, qui attribue, alors cette théorie, c'est qu'elle attribue une compétence à une aire précise du cerveau. Donc les scientifiques, selon cette théorie,
et souvent neurologues, en fait, vont tenter de cartographier les fonctions du cerveau. Donc, par exemple, vous avez Paul Broca, qui est médecin français, et puis Karl Wernicke, neurologue allemand, qui ont découvert, grâce à leurs observations sur les lésions de leurs patients, ils ont découvert en fait chacun une des aires du cerveau qui est impliquée dans le langage, que vous pouvez voir donc là. Ensuite, début du XXe siècle, toujours dans la cartographie des différentes zones du cerveau, on a Corbinian Brodmann, qui est un neurologue allemand aussi. Et alors lui, il a divisé le cortex cérébral en 52 aires différentes, en associant chacune d'elles à une fonction propre. Donc la fonction sensorielle, fonction visuelle, auditive, motrice, etc. Donc voilà, donc toujours dans la cartographie. Alors, et à cette époque-là, grâce à des avancées techniques, en fait, les scientifiques se sont également tournés vers les mécanismes internes du cerveau. Donc, comment est-ce que ça se passe à l'intérieur? Et donc là, on a Santiago Ramón y Cajal, neuroscientifique espagnol cette fois-ci. Alors lui qui a montré que le neurone était l'unité structurelle et fonctionnelle basique du cerveau et que les neurones sont séparés par de fins espaces que l'on nommera plus tard les synapses, et on y reviendra un peu plus loin dans la partie anatomie. D'autres, toujours début du XXe siècle, il y a d'autres théories qui ont également vu le jour. Par exemple, en biologie, c'est l'effet Baldwin, donc énoncé par James Mark Baldwin, philosophe et psychologue américain, qui indique que lorsqu'un apprentissage est bénéfique à la survie de l'espèce, il s'inscrit dans les gènes et sera ensuite transmis aux générations futures. Donc, par exemple, certaines aires du cerveau peuvent être réutilisées à de nouveaux besoins, comme pour la lecture, par exemple. Voilà. Après, milieu du XXe siècle, on s'approche. Donc, je vais citer Donald Hebb. Alors lui, neurologue, psychologue canadien. Donc la majorité des travaux sur la plasticité cérébrale, dont on parle beaucoup actuellement, s'appuient sur son postulat qui dit que lorsque deux neurones sont actifs en même temps de façon répétée, les synapses, donc qui sont les connexions entre les neurones, sont renforcées de manière durable. Ensuite, milieu du XXe siècle, toujours à la même époque, Jean Piaget, alors, qui a également apporté sa contribution à cette discipline. Alors, en cherchant, lui, des réponses sur le mécanisme de l'apprentissage en partant de la biologie. Donc, lui, il est parti de l'étude du développement de l'enfant. Et ses observations ont permis de définir les grandes étapes du développement cognitif qui reflètent des modifications physiques similaires dans le cerveau. Donc, il avait compris que les enfants possédaient de grands mécanismes d'apprentissage et que la capacité d'apprendre est innée. On a à côté donc le psychologue biélorusse Lev Vygotsky, qui est parti, lui, de ses études sur le langage et sur la pensée pour lui souligner l'importance de l'aide de l'adulte ou de la coopération d'autres enfants pour accéder à la culture. Donc, ce qu'il a défini comme la zone proximale de développement, qui est la zone en fait de développement potentiel suscité par l'aide d'un adulte ou la coopération d'autres apprenants, d'autres enfants. Deuxième moitié du XXe siècle, alors là, les recherches donc suscitées par les différentes découvertes ont permis d'avancer de façon exponentielle. Donc, par exemple, au niveau de la mémoire, des études ont montré qu'il y a plusieurs systèmes de mémoire dans le cerveau qui impactent l'apprentissage et pas seulement une seule et unique mémoire. On a aussi avancé dans la notion de plasticité, qui est donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la capacité du cerveau à modifier et à construire de nouvelles synapses par l'expérience. D'où un questionnement à ce moment-là sur la nécessité d'un environnement enrichi, mais surtout adapté pour que de nouveaux apprentissages aient lieu.
Et c'est vraiment à partir des années 70 que les chercheurs ont fait des liens plus clairs entre le cerveau, l'apprentissage et l'éducation. Alors évidemment, les progrès en neuroimagerie, donc depuis les années 1980, qui ont permis d'observer le cerveau en train d'apprendre, ont contribué grandement à développer la discipline. Alors ces techniques, elles ont pu être utilisées plus massivement et surtout, elles deviennent de moins en moins invasives, c'est-à-dire qu'ils exigent de moins en moins en fait, d'environnements spéciaux et qui permettent de mesurer les fonctions du cerveau en fait, à l'état naturel. Donc, ce qui a rendu, et plus seulement sur des patients malades. Donc, ce qui a rendu, par exemple, possible l'observation du cerveau des bébés. Alors, j'en profite pour faire le lien avec un livre très intéressant sur le sujet que je vous conseille de lire et qu'on vous conseille d'ailleurs dans le niveau 1 de nos formations. Il s'agit du livre Comment pensent les bébés d'Alison Gopnik, Andrew Meltzoff et Patricia Kuhl. Donc, je vous laisse le découvrir, mais c'est très intéressant. Alors, à partir dans les années 1980, en fait, il y a une connexion qui a commencé à s'établir entre les enseignants et la neuropédagogie. Alors, par exemple, grâce à des ouvrages populaires, comme celui d'Howard Gardner sur les intelligences multiples et celui de Leslie Hart, qui se basait sur la manière dont le cerveau apprend. Ensuite, pendant les années 90, il y a des milliers de découvertes qui ont eu lieu sur le cerveau et l'apprentissage, qui ont donné naissance à une coopération internationale, interdisciplinaire, donc américaine, au départ américaine, canadienne, anglaise, allemande. Il y a des budgets aussi qui ont été alloués à ces recherches, et tout cet engouement, en fait, a également suscité des remises en question, des interrogations sur déjà le réel lien qu'on arrivait à faire entre ces découvertes et la mise en pratique dans l'éducation. Et puis aussi, petit à petit, la neuropédagogie, sans vraiment être nommée comme telle, a modifié les pratiques d'enseignement. Mais en même temps, dans sa diffusion au niveau du grand public, sont nés ce qu'on appelle des neuromythes, donc de fausses idées en fait, qui ont été diffusées de façon large. Par exemple, le fait qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, le neuromythe du cerveau gauche ou cerveau droit. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de neuromythes qui se sont développés à ce moment-là. 21e siècle, on s'approche. Alors, de toute cette effervescence est né des besoins par rapport à cette discipline. Donc, besoin d'unifier, c'est-à-dire d'unifier les initiatives, pour pas que ça parte dans tous les sens, par des programmes gouvernementaux de recherche sur le cerveau et les apprentissages, donc au Japon, aux États-Unis, aux Pays-Bas. Donc, il y a des programmes gouvernementaux. Le besoin de réunir par la création d'une société internationale de neuropédagogie, l'IMBES, International Mind, Brain and Education Society, d'améliorer la communication alors, entre les disciplines interdisciplinaires, en standardisant le vocabulaire et puis en intégrant davantage les enseignants dans les recherches à travers des conférences, par exemple les conférences internationales qui ont lieu depuis 2007 aux États-Unis par l'IMBES. Et également de se pencher sur ce qu'on appelle la neuroéthique, en s'intéressant donc aux conséquences de ces découvertes et la responsabilité par rapport aux mises en pratique qui peuvent en découler. Donc, pour conclure ce petit point sur l'histoire de la neuropédagogie, donc on peut dire qu'elle a pris sa source dans nos questionnements depuis sans doute que l'éducation existe. Et puis, elle a commencé à germer lorsqu'on a voulu faire le lien avec le développement de notre cerveau. Et puis, elle a pris réellement forme dans la deuxième moitié du XXe siècle pour devenir une discipline de plus en plus académique, de plus en plus organisée au début du XXIe siècle. Ça reste une discipline émergente, la neuropédagogie n'en est qu'à son début. Alors, donc, un peu d'anatomie, passage obligé pour la neuropédagogie. Donc, nous l'avons vu donc, dans la première partie,
La neuropédagogie s'appuie entre autres sur nos connaissances du système nerveux. Alors aujourd'hui, les scientifiques peuvent étudier ce système et plus particulièrement le cerveau et ses fonctions grâce aux nouvelles imageries qui se sont donc particulièrement développées depuis 1970 et qui sont de moins en moins invasives. Alors avant, les pédagogues et les scientifiques avaient pu avoir de grandes intuitions grâce à leurs observations et leurs travaux, mais ces nouvelles techniques permettent de prouver ou de préciser leurs théories. Alors ces nouvelles techniques, là je vous montre quelques images d'imagerie. Alors elles permettent d'obtenir des vues, des films en 2 ou en 3 dimensions du cerveau, de montrer les flux sanguins en temps réel qui indiquent quelles parties en fait, du cerveau sont actives durant certaines tâches. Et puis, elles permettent de voir aussi la présence des neurotransmetteurs, voir aussi l'activité électrique des neurones dans le cerveau. Donc, tout un tas d'informations qui permettent de déduire tout ce qu'on va voir après. Alors, ces machines, en fait, on a l'IRM, on a le TEP, tomographie par émission de position, les spectromètres, la magnétoencéphalographie. Et toutes ces machines, en fait, alors même si elles se développent, il faut avoir conscience que tous ces outils sont encore rares et coûteux. Donc, ça montre qu'il y a quand même un potentiel, que les neurosciences n'en sont qu'à leur début. L'anatomie du cerveau, on y va. Donc, avant de nous pencher sur ce que nous savons aujourd'hui sur le développement du cerveau et les apprentissages, je vous propose de partir de la base, c'est-à-dire de son anatomie, pour mieux comprendre ensuite les découvertes sur son fonctionnement. Tout d'abord, un petit point sur les cellules cérébrales qui s'appellent les neurones. Elles sont spécialisées dans la communication et le traitement des informations. Alors, chaque neurone du cerveau est composé d'un corps cellulaire, noyau central, de dendrites qui sont des récepteurs d'informations et d'un axone qui est le transmetteur d'informations. Alors, les dendrites et les axones entrent en contact et transmettent l'information de neurone en neurone grâce aux synapses que je vous ai présenté tout à l'heure, par un processus électrochimique. Alors, les neurones sont au nombre de 100 milliards dans le cerveau humain et sont capables de créer un réseau incroyablement complexe avec parfois plus de 10 000 synapses par neurone. Le système nerveux est composé, lui, donc du système nerveux central, qui est l'encéphale et la moelle épinière, et du système nerveux périphérique, qui est constitué de l'ensemble des nerfs rattachés au système nerveux central. Alors, on va porter notre attention sur l'encéphale, donc qui occupe la boîte crânienne. Il est composé, lui, de plusieurs parties. Donc, il y a le tronc, voilà l'image, le tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral que vous voyez en gris et qu'on appelle aussi cerveau reptilien. Alors, il prolonge la moelle épinière et il est logé dans la colonne vertébrale. Alors, c'est la partie la plus primitive qui va contrôler les fonctions du corps comme la respiration, la digestion et la circulation. Le cervelet que vous voyez là en violet, lui va contrôler le mouvement coordonné et joue un rôle aussi à moindre échelle dans l'attention, le langage et les émotions. Et le cerveau, donc, que vous voyez qui est la plus grande partie, là, qui est le regroupement des lobes là, de couleur, donc la plus grande partie et qui est la partie pensante donc, de l'encéphale. Alors, on appelle la couche extérieure, en fait, du cerveau, le cortex cérébral. Et alors, c'est le lieu des fonctions élaborées telles que le langage, la mémoire, le raisonnement, la conscience, la commande des mouvements volontaires et la planification. Donc, le cerveau est composé d'hémisphères cérébraux, de 2 hémisphères, le gauche et le droit, qui sont connectés par des fibres nerveuses, qui s'appellent le corps calleux.
Chaque hémisphère est composé et structuré de la même manière, en 4 zones appelées lobes, dans lesquelles différentes fonctions sont gérées. On notera aussi que chaque hémisphère cérébral traite les informations sensorielles et motrices de la partie du corps située au côté opposé. Alors, on a longtemps cru que seul l'hémisphère gauche contrôlait le langage et la logique et que seul l'hémisphère droit gérait la créativité. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, car même si on sait que l'hémisphère gauche traite en général les informations de manière verbale et séquentielle, et que l'hémisphère droit va traiter les informations de manière synthétique et spatiale, il semblerait que ces deux hémisphères soient autant activés, quelle que soit la personne, qu'elle soit artiste, logique ou les deux. Donc, il n'est pas cerveau gauche ou cerveau droit. Malgré tout, certaines zones cérébrales sont activées préférentiellement lors de certaines activités mentales. Par exemple, les nouvelles informations sont traitées plutôt dans l'hémisphère droit, alors que l'hémisphère gauche gère plutôt les informations familières. Donc concrètement, ça signifie qu'on ne peut pas tirer de conclusions pratiques sur ce neuromythe du cerveau droit et cerveau gauche, en proposant par exemple des outils pour un entraînement cérébral qui serait spécifique à un seul hémisphère. Donc voilà pour les hémisphères. Les lobes. Donc dans chaque hémisphère, chaque hémisphère est structuré en 4 lobes qui gèrent différentes fonctions. Alors, je vais vous donner les fonctions principales de chaque lobe. Donc, le lobe occipital va gérer la vision, que vous voyez en rose là. Le lobe pariétal, que vous voyez en jaune, va traiter des données sensorielles, la perception de l'espace et du langage, lecture, écriture, parole. Le lobe temporel, donc, que vous voyez en vert, est principalement responsable de l'ouïe et de la mémoire. Alors, plutôt visuel dans le lobe droit et verbal pour le lobe gauche. Et enfin, le lobe frontal, qui lui est relié au système limbique, donc le système limbique qui gère les émotions. Et donc le lobe frontal, lui, il est impliqué dans les actes réfléchis comme le jugement, la créativité, la résolution de problèmes et la planification. Donc, on va faire un zoom sur le cortex préfrontal. Donc, dans le lobe frontal, là qu'on vient de voir, on va trouver le cortex préfrontal, qui est donc sa partie antérieure. Alors, cette partie, elle va nous intéresser particulièrement, puisque c'est elle qui nous distingue le plus des animaux. Elle est le siège des fonctions exécutives, dont on reparlera, et qui correspondent globalement au cycle de l'apprentissage. Le système limbique, donc je vous ai dit que le lobe frontal est relié au système limbique. On l'appelle aussi, ce système limbique, on l'appelle aussi le cerveau émotionnel, parce qu'il est le siège de la gestion des émotions, mais aussi de la formation de la mémoire. Alors, je vous l'ai d'ailleurs présenté lors du webinaire sur la violence éducative ordinaire. Alors, ce système limbique, il est constitué de zones situées à la base du cerveau, dont l'amygdale, qui permet de gérer nos émotions en sécrétant des molécules de stress, et l'hippocampe, qui, elle, a pour mission de calmer l'amygdale, donc les émotions, et qui joue également un rôle dans l'apprentissage et la mémoire. Donc, maintenant qu'on a fait un point rapide, mais voilà, sur l'anatomie du cerveau. Donc, je vous propose qu'on passe à ce que l'on sait sur son développement grâce aux neurosciences, tout en le liant aux apprentissages et à l'éducation. Donc, le développement du cerveau et les apprentissages. Donc, dans cette partie, je vais vous présenter un certain nombre de découvertes sur le développement du cerveau qui vont confirmer ou préciser ou infirmer certaines conclusions parfois déjà établies, mais qui permettent en fait de sortir du domaine de l'intuition. Elle génère aussi de nouvelles connaissances et ce qui est sûr, c'est qu'elles sont toujours source de réflexion en termes d'éducation et de besoins de l'enfant. Donc, on commence par la plasticité cérébrale parce que c'est une des principales découvertes qu'on a faites sur le cerveau. C'est que même si son évolution, son organisation dépend à 50% de notre génétique,
Il est, pour les 50 autres pourcents, malléable, c'est-à-dire qu'il va s'adapter et se développer en fonction de l'environnement et des expériences vécues tout au long de la vie. Alors, de quelle manière le cerveau va-t-il évoluer? À la naissance, le bébé possède déjà environ 100 milliards de neurones. Alors, son cerveau va doubler, voire tripler au cours de sa vie, mais pas le nombre de ces neurones qui va rester relativement stable. Par contre, ce qui va évoluer, ce sont les connexions formées, renforcées ou élaguées entre les neurones des différentes parties du cerveau et qui vont avoir une influence sur l'architecture même du cerveau et sur son efficacité. Alors, ces connexions, elles vont se développer, se renforcer ou se perdre en fonction de l'activité des neurones et de la répétition de cette activité. Donc, lorsque les neurones interagissent avec d'autres neurones, ils créent de nouvelles connexions et épaississent également la couche de myéline. Alors, la couche de myéline, c'est ce qui sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses. Et cet épaississement va permettre d'augmenter la vitesse de transmission des informations et va réduire aussi l'interférence avec les neurones proches. La nature conclut que des neurones qui ne sont pas utilisés sont inutiles. Dans ce cas, il se produit un élagage au niveau des connexions et même directement au niveau des neurones. Alors, cette période d'élagage, elle a lieu rapidement après la naissance jusqu'à la puberté. Par contre, les neurones utilisés, qui vont être utilisés de manière répétée, vont développer une multitude de connexions, vont se renforcer, et vont sculpter vraiment l'architecture même du cerveau de manière durable. Donc, il y a un grand nombre de neurones et de connexions qui vont disparaître au cours du développement du cerveau pour ne garder que les circuits utiles. Alors, c'est un processus très lent qui démarre avant la naissance et qui va se poursuivre pendant plus de 20 ans. Et donc, nos caractéristiques mentales, elles dépendent de la création et de la complexité des réseaux neuronaux qui se produisent lors de nos expériences en fonction donc de notre environnement, de notre vécu. Et c'est aussi cette plasticité cérébrale qui va expliquer le mécanisme d'apprentissage lorsque des connexions étaient modifiées, supprimées, développées, réorganisées. Deuxième point important, la maturation séquentielle du cerveau. Alors, on observe facilement le plan de développement physique de l'enfant, parce qu'il a des repères visibles, comme la marche, les dents, le langage. Mais il y a aussi un plan de développement cognitif qui est moins visible, mais qui existe pourtant, et qui est aussi lié à un plan de développement logique et structuré, aussi logique et structuré que la marche, les dents et le langage. Donc, le cerveau de l'enfant est en pleine construction les premières années, mais il arrive à maturation que vers 25-30 ans. Et les différentes zones cérébrales que nous avons vues dans la partie anatomie du cerveau, elles ne sont pas toutes opérationnelles en même temps. Les premières zones matures sont les zones sensorielles et motrices, puis on va avoir le cortex associatif lors de l'apparition du langage, puis les régions frontales qui gèrent notamment les émotions et la planification, et enfin les zones préfrontales lors du développement des fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, elles débutent leur maturation vers 9 mois pour finir vers 25 ans. Qu'est-ce que ces fonctions exécutives? Donc les fonctions exécutives, elles représentent en fait la volonté d'agir, la capacité de planifier, de prendre des décisions, de se contrôler et d'avoir des comportements adaptés. Et elles nécessitent des compétences. Elles nécessitent l'inhibition, qui est le fait de se retenir de faire quelque chose pour une autre tâche. Elle nécessite également la flexibilité mentale qui permet de s'adapter à des situations nouvelles, particulières, qui ne sont pas des situations routinières. Et puis, elle nécessite également la mémoire de travail.
qui est une mémoire spécifique, une mémoire à court terme qui va permettre de stocker des informations pendant de courtes périodes pour réaliser des tâches cognitives. Et donc ça signifie que cette maturation séquentielle, ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de cette immaturité, en particulier au niveau de la gestion des émotions et des actes réfléchis que l'enfant n'est pas en mesure de gérer. Donc, toutes les expériences que l'enfant va pouvoir vivre vont modifier l'architecture des connexions entre les différentes zones et pourront programmer durablement les différentes zones d'un point de vue positif comme d'un point de vue négatif. Alors, pendant cette maturation, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il existe des périodes sensibles. Ce sont des périodes durant lesquelles on accède plus facilement à certains apprentissages, même si on peut toujours y accéder plus tard, mais avec moins de facilité. Par exemple, le bilinguisme qui va être plus facile donc, pour les enfants de moins de 3 ans. Et pendant ces périodes-là, on a observé que certains réseaux neuronaux s'activent plus facilement entre les différentes régions du cerveau. Les adultes qui accompagnent l'enfant dans son développement, donc les parents, les enseignants, les éducateurs, devront donc réfléchir à comment accompagner au mieux ce développement en fonction de ces différentes étapes que l'enfant va traverser et au regard de la maturité de son cerveau. Donc, si on regarde de plus près chacune des étapes importantes, donc on va commencer de 0 à 3 ans. Alors, de 0 à 3 ans, les connexions vont se former à grande vitesse entre les différentes régions cérébrales et elles forment un flux intense que l'enfant ne maîtrise pas. D'après Alison Gopnik, qui est psychologue et philosophe américaine, l'enfant de moins de 3 ans, il est vraiment submergé et fasciné par toutes les impressions sensorielles que son corps et son environnement lui fournissent. Donc il n'est pas en capacité de trier les informations. Il absorbe le monde tel qu'il vient. Car la partie en fait du cerveau qui va gérer l'attention, les fonctions exécutives, elle ne sera mature que vers 20-25 ans. Donc la production des connexions neuronales est si importante à cette période que le cerveau ne peut pas à la fois tout absorber et faire le tri dans les informations reçues. Donc l'enfant, il est dépendant des différents stimuli et il va réagir de manière impulsive. Il a faim, il pleure, mais il peut tout aussitôt s'arrêter car il entend un bruit, puis immédiatement après sourire parce qu'il voit le visage de sa maman. D'après Alison Gopnik, c'est cette absence de contrôle de l'attention qui permet aussi à l'enfant d'explorer de manière intense et sensorielle le réel et de construire son intelligence. C'est-à-dire que cette période d'immaturité par rapport à l'attention est en fait un moment où justement l'enfant va pouvoir absorber parce qu'il n'a pas en plus cette fonction-là à gérer. Et alors cette fonction-là, elle va être gérée par les parents, les adultes qui accompagnent le développement de l'enfant et qui vont prendre en charge les fonctions de son cerveau mises en jeu dans ce contrôle de l'attention. Et donc, ils vont avoir à adapter leur comportement et adapter l'environnement pour que cette construction puisse avoir lieu. Il y a un autre point donc, qui est particulièrement important pour cette tranche d'âge. Alors, on l'a déjà développé dans le webinaire sur les violences éducatives ordinaires. Il s'agit des capacités relationnelles innées de l'enfant qui sont indispensables à sa survie. Et le fait que les relations sécurisantes empathiques, la verbalisation des émotions, vont permettre de poser les bases de la maturation du cortex préfrontal, qui est régulateur des émotions, siège des fonctions cognitives. Alors, de 3 à 6 ans, c'est une période de grande facilité pour les apprentissages. Les réseaux neuronaux continuent à se développer, mais l'élagage des connexions superflues a déjà bien commencé. Donc, ils ont besoin d'une grande variété d'expériences et ils apprennent aussi en observant. En observant tout, c'est-à-dire que les comportements sociaux qu'ils observent s'inscrivent dans leur cerveau, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'où leur importance. Il faut aussi prendre en considération le fait que
leur intelligence va plus vite que leur corps. Donc, il y a souvent une différence entre leurs actions et leurs intentions. Donc, il faut en tenir compte et l'exprimer. Là, de 6 à 12 ans, alors, la croissance du cerveau continue, plus lentement. L'enfant s'ouvre au monde et aux autres de façon plus élargie. C'est la période de maturation des intelligences. Alors, de nombreuses connexions neuronales ont été produites et renforcées. Donc, l'esprit a désormais la capacité de raisonner, c'est-à-dire de passer du concret à l'abstrait. Grande période ensuite de 12 à 18 ans. Alors, à cette période-là, on observe physiquement un grand changement. Mais l'enfant va vivre aussi des changements importants au niveau de son cerveau. Donc la maturation du cortex préfrontal, les cellules nerveuses s'épaississent et comme dans les premières années de sa vie, beaucoup de nouvelles connexions qui ont comme conséquence en fait un ralentissement du traitement des informations qui sont trop nombreuses et vont à nouveau nécessiter un élagage. Donc, la région dédiée à la planification, elle est en pleine réorganisation. Donc, tous ces changements ont des conséquences qu'on va pouvoir observer et un besoin de sommeil important. D'ailleurs, l'hormone qui gère le sommeil, en fait, n'est pas réglée, en fait, n'est pas organisée. Une difficulté à décrypter les émotions faciales et à prédire les actions des autres, et également à prendre des décisions. Et ils vont avoir aussi une sensibilité accrue aux addictions. Donc, c'est une période importante où ils auront besoin d'être soutenus, guidés dans leurs décisions, et puis ils vont avoir besoin d'un contenu limité d'informations en même temps, et d'être en lien avec le réel pour intégrer la société de manière active. Alors, voilà donc les grandes lignes du développement du cerveau et des apprentissages. Maintenant, on va faire le lien avec la pédagogie Montessori. Alors, Maria Montessori, elle a basé sa pédagogie sur ses observations et les connaissances scientifiques les plus avancées sur le développement de l'enfant à son époque. D'ailleurs, elle consacre des chapitres dans ses ouvrages sur la formation de l'être humain. Mais ses intuitions sont allées beaucoup plus loin puisque, sans avoir l'éclairage des neurosciences actuelles, elle a basé sur sa pédagogie sur l'esprit absorbant, ses périodes sensibles, son besoin vital de mouvement pour se construire physiquement et psychiquement, et sur ces étapes de développement qui sont en corrélation avec le développement et la maturation de son cerveau. Donc ça, c'est une chose, mais on peut remarquer d'autres spécificités dans la pédagogie Montessori qui sont en corrélation avec les découvertes de la neuropédagogie. On a donc les classes multi-âges. Alors, les classes multi-âges qui vont permettre de répondre aux besoins spécifiques de chaque étape du développement de l'enfant, qu'elle soit physique, intellectuelle, sociale, spirituelle et émotionnelle, par un environnement et une ambiance adaptée. Et puis également, ces classes vont permettre l'apprentissage entre pairs, qui fait interagir l'empathie et qui va encourager, soutenir l'apprentissage. Autre spécificité, le mouvement. Dans un environnement Montessori, les mouvements sont liés aux apprentissages grâce à la liberté de se déplacer et grâce aussi au matériel. Alors, pourquoi mouvement et apprentissage sont-ils liés? Le cervelet, dont la fonction est de contrôler et ajuster les mouvements, est connecté à d'autres régions du cerveau et il influence la mémorisation, l'attention et la perception spatiale. Et la région du cerveau qui traite le mouvement est la même que celle qui traite les apprentissages. Autre chose, le mouvement, d'un point de vue physiologique, le mouvement va oxygéner le cerveau et donc va augmenter les ressources attentionnelles. Et il va aussi diminuer le stress. Il va permettre aussi d'utiliser de nombreuses aires cérébrales qui vont créer des connexions neuronales multiples.
Alors, la neuropédagogie, elle présente les facteurs qui déclenchent ou favorisent le mécanisme d'apprentissage. Donc, ces facteurs déclenchant, favorisant le mécanisme d'apprentissage, ce sont la motivation, l'attention, l'approche multisensorielle, le retour d'information et la consolidation. Alors, on va revoir ça, mais on va voir comment tous ces facteurs sont pris en compte dans la pédagogie Montessori. On va commencer par la motivation. Alors, pour rappel, la motivation fait l'objet d'un webinaire à lui tout seul, d'un de nos webinaires. Donc, la motivation, donc, on va pouvoir voir qu'elle est prise en compte grâce à l'autonomie, le libre choix et la posture de l'adulte. Les principes du libre choix et du développement de l'autonomie dans la pédagogie vont permettre de respecter le guide intérieur de l'enfant et de laisser émerger sa motivation intrinsèque, qui fait partie des éléments clés de l'apprentissage. Ça va aussi laisser possible des temps d'assimilation et d'intégration de l'apprentissage. Lorsque l'enfant est concentré sur un travail, l'adulte n'intervient pas, donc il ne risque pas d'entraver en fait la motivation de l'enfant. Et également, pour préserver cette motivation intrinsèque, l'adulte ne va pas utiliser non plus de système de récompense ou de punition. Parce que pareil, les neurosciences nous le disent, hein, dans ce cas, le cerveau fait des associations et détourne en fait le plaisir de la réussite. Et son travail, le travail du cerveau, ça va être de se concentrer alors non pas sur le travail, mais sur l'activité, mais sur la prédiction de la récompense et pas sur le plaisir de réussir. Et donc, en plus, à long terme, ça va apporter une démotivation parce que cette prédiction va stopper donc, la motivation intrinsèque. Autre facteur clé du mécanisme d'apprentissage, l'attention. Alors, on va retrouver donc la prise en compte de l'attention à travers l'environnement et l'ambiance dans la pédagogie de Montessori. Donc l'attention, elle est indispensable à l'apprentissage et indispensable proportionnellement à sa difficulté, à la difficulté de l'apprentissage. Donc il faut faire preuve d'inhibition et donc orienter notre attention. Dans la pédagogie Montessori, c'est l'environnement et l'ambiance qui vont aider l'enfant à orienter et augmenter sa capacité d'attention. L'environnement épuré, organisé de manière stable, donc va aider à ça. Le fait que le matériel isole la difficulté. Il y a aussi des activités comme l'ellipse, la leçon de silence, le fait qu'il y ait des longues périodes de travail. Il y a également les présentations de l'éducateur qui vont être lentes, précises, avec peu de mots parce que nos mots vont être des informations sensorielles de trop, en fait, et l'enfant va être concentré sur nos mots et pas sur nos gestes. La bienveillance et le respect de l'enfant va permettre de préserver, en fait, l'attention. Et puis la posture de l'adulte, donc qui n'intervient pas dans son activité, va également jouer ce rôle. Ensuite, l'approche multisensorielle, le retour d'information, la consolidation. Tous ces facteurs donc, qui favorisent le mécanisme d'apprentissage. Dans la pédagogie Montessori, on va retrouver tout ça à travers le matériel. Donc le matériel. La nature en fait concrète, multisensorielle des matériels vont permettre d'engager des aires multiples du cerveau, ainsi que les deux hémisphères et donc la création de nombreuses connexions. Alors qu'un apprentissage plus scolaire ne va engager principalement en fait que le centre de la mémoire. Alors que là, donc, on a de nombreuses connexions entre les différentes parties du cerveau et des hémisphères. Alors, ces nombreuses connexions, elles vont avoir un impact sur l'architecture du cerveau de façon durable, que l'enfant, en fait, va pouvoir utiliser plus tard pour des pensées analytiques et des résolutions de problèmes. Le matériel permet aussi un retour d'information, qu'on appelle contrôle de l'erreur, qui est très important.
puisque l'enfant va faire des essais-erreurs et va pouvoir réajuster immédiatement. Donc, ça va activer aussi les régions émotionnelles qui vont motiver les processus d'apprentissage et stimuler l'envie d'aller plus loin. Ce retour d'information, donc, va faire aussi qu'il n'y aura pas le jugement de valeur, la peur de se tromper, et donc qui n'entraveront pas alors la motivation. Et tout cela ne sera possible que parce que l'enfant peut répéter un même travail autant de fois qu'il en a besoin. Et donc que l'adulte n'intervient pas dans ce processus. Donc les connexions neuronales, parce que donc il y a activité répétée, sont alors consolidées de manière durable. Bon voilà, petit récapitulatif de ce webinaire. Donc, pour récapituler ce que l'on vient de voir ensemble sur la neuropédagogie. Donc, on a vu que la neuropédagogie est une discipline émergente qui lie la pédagogie, la psychologie et les neurosciences. Elle a évolué de façon exponentielle, avec notamment, principalement les découvertes en neurosciences, grâce aux nouvelles techniques d'imagerie. Alors, ça peut paraître pointu, mais on ne peut pas s'intéresser à la neuropédagogie sans se pencher sur l'anatomie même du cerveau et sur le développement. Donc, la plasticité cérébrale, la maturation séquentielle du cerveau nous éclairent sur toutes les capacités de l'enfant à chaque étape de son développement. Et enfin, on a pu faire un lien étroit avec les fondements de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire les périodes sensibles, l'esprit absorbant, l'environnement, l'ambiance adaptée, le libre choix, le libre mouvement et le matériel, donc qui sont en adéquation avec ces découvertes. Donc pour conclure, donc Maria Montessori souhaitait qu'on change le regard que l'on porte sur l'enfant, et j'imagine que toutes ces découvertes ne l'auraient rendue plus forte dans son argumentation, et sans doute l'aurait poussée encore à aller plus loin. En tout cas, aujourd'hui, c'est à nous, éducateurs, de prendre connaissance de ce que la neuropédagogie peut nous apporter sur notre compréhension du développement de l'enfant. Donc voilà, bah, écoutez, pour ma part, j'ai terminé. Donc, bah, écoutez, je suis prête à écouter vos questions. Alors, merci Caroline. Tu m'entends? Oui. Alors, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est, donc je te lis la question directement. En résumé, on peut dire que la pédagogie de Madame Montessori est une neuropédagogie. Y en a-t-il d'autres? Y a-t-il d'autres neuropédagogies qu'on peut identifier? Alors effectivement, oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, hein, on peut le voir là, avec tout ce qu'on a vu là, la pédagogie Montessori est une neuropédagogie puisqu'elle va elle va prendre en compte l'enfant dans sa globalité et surtout, sans forcément qu'elle le sache, en fait, elle se basait sur le développement du cerveau. C'est ce qu'elle avait observé de l'extérieur, mais ça se confirme. Est-ce qu'il y en a d'autres À ma connaissance, non. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ce que je vous ai dit au départ, là, quand on parle de la pédagogie, c'est pas une pédagogie, c'est pas une méthode, c'est vraiment quelque chose qui va prendre en compte l'enfant dans sa globalité. Alors, il y a des méthodes qui vont s'appuyer sur les neurosciences et qui vont effectivement s'appuyer sur ce développement du cerveau, mais elles seront ciblées sur certains points. Alors qu'une pédagogie qui prend en compte vraiment la globalité de l'enfant en s'appuyant autant sur les découvertes, enfin, elle ne s'appuyait pas dessus, mais qui ont été autant confirmées par les neurosciences, personnellement, moi, je n'en connais pas, d'autres. Voilà. Alors, l'autre question, c'est sur les enfants en difficulté d'apprentissage. En quoi les neurosciences
peuvent-elles aider les enfants ayant des difficultés d'apprentissage? Alors effectivement, hein, c'est tout le point, puisqu'on voit d'ailleurs que jusqu'à ce que les nouvelles technologies progressent, tout ce qui avait été déjà avancé, ça avait été basé sur justement l'observation par rapport à des personnes qui avaient des troubles. Donc effectivement, pourquoi est-ce qu'on se pose des questions? C'est quand on voit que parfois ça ne fonctionne pas comme on l'imaginerait. Donc oui, les neurosciences et puis oui, la neuropédagogie peut aider. Par exemple, donc les troubles de l'apprentissage en général, déjà parce que, alors si on se base sur la pédagogie Montessori, déjà parce qu'elle va respecter, puisque c'est une neuropédagogie qui s'appuie sur les neurosciences, parce qu'elle va respecter le rythme individuel, les étapes de développement de l'enfant au niveau cognitif. Parce que l'enfant aura des longues périodes de concentration, parce qu'on a vu la multi-âge, donc il y a une entraide entre enfants, et ça c'est important. Il n'y a pas de stigmatisation, puisqu'il y a des âges différents, donc des compétences différentes aussi. Il n'y a pas de notes, donc pas de stress. On a vu que les émotions, c'était important, et que la gestion des émotions n'était pas mature, en fait, encore hein, chez l'enfant. Et puis, il y a la répétition, donc le fait que s'il y a un trouble quelque part, on peut approfondir. Le libre choix aussi, ça permet aussi d'aller vers les apprentissages qu'on a envie d'approfondir. Alors, dans les troubles de l'apprentissage, on parle aussi forcément beaucoup de la dyslexie, dyscalculie. Donc, tout ce qui est l'approche sensorielle va aider. La manipulation, hein, pour les maths, mais aussi pour le langage. Le fait qu'il n'y ait qu'une difficulté à la fois, on a vu l'enfant, à un moment de son développement, n'arrive pas à cibler son attention, donc ça va l'aider à cibler son attention. Voilà, après quoi, trouble de l'apprentissage, on a aussi l'hyperactivité. Donc là, le mouvement, l'importance du mouvement, le fait qu'on respecte son rythme, c'est important aussi. Qu'il y ait des moments calmes, des mouvements calmes qui vont permettre de calmer l'enfant. Et puis de respecter aussi son besoin de mouvement ou son besoin de non-mouvement. Et tout ça, ça va développer la concentration de l'enfant. Donc oui, forcément, ça aide, ces neurosciences aident à accompagner au mieux tous les enfants avec trouble ou sans trouble de l'apprentissage. Donc voilà. Très Il y a d'autres bien. questions? Non, merci Non? Caroline. Et merci à tous et à toutes pour votre participation à ce webinaire de ce soir. À bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir à Merci. tous. Merci. Au revoir.